Bonjour à tous, je suis coach Vaillant et je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui une vidéo sur un sujet tiré de mon expérience personnelle. J'ai la chance d'avoir un vécu riche entre une réussite académique, une expatriation aux États-Unis, 20 ans d'entrepreneuriat dans la Silicon Valley où j'ai créé 5 sociétés dans des domaines aussi divers que le conseil, la santé ou l'informatique, 7 ans en tant que vice-consul de Monaco, de nombreuses relations romantiques intenses, dont un mariage avec une star américaine du développement personnel, 27 ans d'exploration spirituelle et de nombreux voyages dans plus de 50 pays dans le monde. Aujourd'hui, je me consacre à aider les autres dans 3 domaines principaux. Tout d'abord, la guérison émotionnelle, où j'utilise ma capacité à faire ressortir en vous les émotions bloquées et ainsi vous libérer des traumatismes du passé. Ensuite, j'aide mes clients à améliorer leur relation de couple ou à se préparer à attirer la bonne personne dans leur vie affective. Et finalement, j'aide les personnes à se libérer de toute forme de manipulation psychologique, que cela vienne de leur famille, d'un partenaire amoureux ou d'une secte déviante. La veuve noire. La veuve noire est une araignée qui est bien connue pour son cannibalisme sexuel. Elle mange parfois son homologue masculin après avoir été fécondée. Si l'idée de dévorer son compagnon peut sembler terrifiant, l'idée de manger sa propre progéniture devient alors impensable. Toutefois, cela a été observé chez un certain nombre d'espèces animales. Les araignées-loups pratiquent fréquemment le cannibalisme filial. Les zoologistes supposent qu'elles obtiennent un bienfait énergétique de ce repas contre nature et elles le font d'autant plus que d'autres sources de nourriture deviennent rares. Ce comportement est malheureusement beaucoup plus fréquent que l'on pourrait le penser à un niveau psychologique chez les êtres humains. La plupart du temps, nous devenons parents plus pour des raisons inconscientes que conscientes. Nous pouvons le faire par simple mimétisme de nos propres parents. À un niveau inconscient, nous pouvons vouloir guérir les traumatismes de notre propre enfance en ayant nous-mêmes des enfants, voire même pour combler notre propre vide affectif. Nous pouvons avoir peur d'être seuls ou nous voulons donner un sens à notre existence. C'est pourquoi nous voulons une descendance qui nous survivra. Dans certaines cultures, nous comptons sur nos enfants pour prendre soin de nous pendant nos vieux jours, et ce également sur un plan financier. Dans l'idéal, nous pouvons souhaiter avoir des enfants afin de leur donner un amour inconditionnel et qu'ils puissent se développer afin d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Bien qu'il soit très douloureux de se séparer d'un partenaire romantique, le temps finit toujours par apaiser un cœur blessé. Cependant, nous ne pouvons pas en dire de même en ce qui concerne nos enfants. Nos enfants sont la chair de notre chair et nous ne sommes jamais en mesure de guérir complètement de la perte de nos enfants. La blessure persiste. Et tout conflit avec nos enfants nous perturbe profondément. Sur le plan psychologique, nos enfants amplifient nos aspects de lumière, mais aussi notre part d'ombre, encore plus que ne le font nos relations amoureuses. Voilà pourquoi les relations parentales souffrent d'un fort niveau de projection. À ce titre, nos enfants sont en fin de compte nos enseignants de vie les plus difficiles. Ils choisissent aussi souvent de réaliser les rêves que nous n'avons pu réaliser. Cependant, le parent idéal est capable de voir le caractère unique de ses enfants et ne projette pas ses propres désirs et vocations manquées sur eux. Ils encouragent le développement de leurs enfants en fonction de leurs talents et de leurs propres désirs. Le parent idéal apporte l'amour inconditionnel,
la présence et le soutien à l'enfant afin qu'il puisse devenir autonome. Il les aide à se créer une vie heureuse. L'amour parental devrait se focaliser sur ce qui est le mieux pour l'enfant, indépendamment de ce qui peut être le mieux pour le parent. C'est ce que nous appelons l'amour inconditionnel, et c'est ce vers quoi nous devons tendre en tant que parents. Malheureusement, nous sommes loin d'être des parents idéaux du fait des traumatismes que nous avons vécus lors de nos propres enfances. Par conséquent, nous souffrons d'un certain nombre de maux psychologiques comme la peur de la solitude ou de l'abandon, la dépression, l'indisponibilité émotionnelle, une faible estime de soi, la peur du lendemain et bien d'autres angoisses. Tant que nous n'avons pas intégré et purgé tous ces aspects en nous et que nous ne sommes pas capables de nous donner de l'amour, nous sommes très susceptibles de vampiriser nos propres enfants. Lorsque les enfants viennent au monde, ils sont purs et rayonnent d'un amour inconditionnel. Du fait de leur innocence et pureté, ils deviennent les victimes de parents qui leur transmettent leur propre traumatisme. Un certain nombre de mes patients qui ont eu des parents négligents ou abusifs ont souvent peur de revisiter les souvenirs douloureux du passé, alors que la guérison émotionnelle peut aller d'autant plus vite lorsqu'ils ne cherchent pas à protéger les illusions d'un passé cruel. Beaucoup de mes patients n'ont connu qu'un amour parental narcissique. Il est très difficile pour l'enfant, une fois adulte, d'accepter qu'il n'était pas vraiment aimé alors qu'il se croyait le centre de l'attention de ses parents. C'est une situation très confuse. L'enfant, maintenant adulte, veut se convaincre qu'il était aimé alors qu'il était en fait utilisé et manipulé à des fins égocentriques par ses parents. Cela est d'autant plus difficile à accepter que les apparences sont souvent trompeuses et que les gens extérieurs renforcent cette même image du parent parfait. Ce type d'amour venant d'un parent narcissique peut être exprimé de plusieurs façons. Le narcissisme parental est en fait si répandu que beaucoup de gens pourraient sentir la colère monter en eux en lisant les exemples ci-dessous, car ceux-ci peuvent être les seuls moments où ils se sont sentis vraiment chéris et aimés. Le narcissisme est juste un état de confiance qui nous empêche de voir à l'extérieur de notre bulle et donc de voir le caractère unique de l'enfant en face de nous. L'amour inconditionnel est rare et précieux, mais une fois que nous en faisons l'expérience, il est alors plus facile de cesser de s'accrocher à l'amour conditionnel. Trop d'emphase sur les résultats scolaires. Ces soi-disant parents parfaits accordent une importance souvent démesurée aux résultats scolaires de leur progéniture. Il faut que les devoirs soient faits parfaitement, quitte à ce qu'ils les fassent pour eux. Ils s'offensent si leur enfant n'obtient qu'une note moyenne et ils n'hésitent pas à exiger une rencontre avec l'enseignant dans ce cas. Ils punissent aussi l'enfant quand il obtient une note médiocre. Ce genre de comportement parental est malsain pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il montre aux enfants qu'ils ne sont dignes d'amour que par leur performance, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être aimés en tant que tels sans une action qui leur donne une valeur. Ça s'appelle l'amour conditionnel. De plus, cette attitude ne développe pas l'autonomie chez les enfants. Ils travaillent pour obtenir de bonnes notes afin de plaire à leurs parents et ne pas avoir des ennuis avec eux plutôt que de réussir académiquement pour leur propre futur. Ils vont souvent choisir une carrière qui va plaire à papa ou à maman plutôt que d'opter pour une vocation qui leur convient. La pression sur les résultats scolaires est aussi un moyen détourné
pour les parents d'éviter leur véritable rôle d'éducateur. Les parents plus expérimentés comprennent les limites du système scolaire et aident leurs enfants à s'épanouir dans d'autres domaines qui développent leur intelligence émotionnelle, leur caractère, la compassion et l'empathie, l'élargissement de leurs horizons et leur intérêt pour les sports et les loisirs. Alors qu'il est important de suivre nos enfants dans leur scolarité, les bons résultats sont loin de leur garantir une vie réussie et heureuse. Beaucoup de parents avec une faible estime d'eux-mêmes utiliseront un enfant qui a de bonnes notes pour compenser leur propre insécurité et leur sentiment personnel d'échec. S'ils ont un enfant avec de bonnes notes et un autre en difficulté à l'école, ces parents causent des dommages psychologiques profonds en reproduisant la dynamique malsaine et bien connue de l'enfant parfait et de l'enfant bouc émissaire. Cela montre non seulement que l'enfant est aimé de façon conditionnelle, mais cela engendre aussi une rivalité destructrice entre frères et sœurs, ce qui permet aux parents narcissiques de renforcer sa toute-puissance. Lorsque les activités extracurriculaires sont utilisées comme identification projective. Bien qu'il soit naturel pour un parent d'initier ses enfants à des activités qu'ils aiment personnellement, il y a un équilibre à atteindre. Une de mes connaissances avait abandonné le conservatoire quand elle avait 16 ans, alors que ses parents l'avaient préparée à devenir une grande pianiste. Elle refusait de jouer à la maison pour sa famille et les amis, car elle avait des souvenirs traumatisants à devoir jouer 6 heures par jour et regretter de n'avoir pas eu d'enfance. Cependant, quand elle eut un fils, elle mit un point d'honneur à ce qu'il apprenne le piano. Elle commença à lui enseigner le piano, mais chaque leçon finissait par les larmes de son fils. Elle ne put s'empêcher de répéter le même traitement dont elle avait été plus jeune la victime. De nombreux athlètes professionnels doivent subir la pression et les projections de leurs parents entraîneurs. Dans le monde du tennis professionnel, le grand champion André Agassi a rendu public dans son livre autobiographique Open les entraînements terribles qu'il devait subir. Lorsque le jeune Agassi se révoltait, son père se contentait d'hurler à plein poumon « Tu es un joueur de tennis, tu vas être le numéro 1 mondial et tu vas aussi gagner beaucoup d'argent. Il n'y a aucune discussion possible. » Marie Pierce est l'une des meilleures joueuses du tennis féminin français de tous les temps. Jim Pierce, son père, avait une fois crié pendant un match en parlant de son adversaire lors d'un tournoi professionnel « Marie, allez, tue-la cette salope !» Il abusait aussi verbalement et physiquement sa fille. Ses explosions de colère lors de matchs professionnels étaient si menaçantes que l'Association mondiale de tennis lui a interdit d'assister à tous les tournois. De nombreux parents exploitent leurs enfants afin d'élever leur propre niveau social. Ils utilisent leurs enfants pour se faire valoir auprès de leur famille et de leurs amis. Alors que ces parents s'attribuent le succès de leurs enfants, bien plus souvent que nous le pensons, leurs accomplissements sont souvent atteints en dépit des projections malsaines des parents. Ces enfants ressentent trop de pression venant de leurs parents et cela les empêche de profiter pleinement de leur sport ou de leurs activités. Au contraire, ils montrent souvent beaucoup de stress et d'anxiété. Ce genre de comportement parental renforce simplement la croyance subconsciente qu'ils ne sont pas dignes d'amour. L'utilisation des enfants comme des armes de guerre. Malheureusement, les enfants se retrouvent souvent pris dans des conflits de loyauté. En cas de divorce très conflictuel, le parent narcissique n'hésite pas à retourner ses enfants contre l'autre parent.
Les enfants sont manipulés pour prendre en eux la haine du parent aliénant envers l'ex-conjoint, comme si c'était leur propre haine. Ces parents sont extrêmement toxiques car ils mettent l'enfant dans une position où il doit haïr la moitié de lui-même. Les troubles psychologiques que ces enfants vont alors développer ont été bien mis en avant par les experts. Il est aussi fréquent que les enfants s'approprient les ressentiments des parents envers un ami ou membre de la famille. Une de mes patientes avait une relation très proche avec son beau-père. Cependant, lorsque la relation a pris fin, la mère a manipulé sa fille afin qu'elle se comporte très durement envers le beau-père pour le punir d'avoir rompu avec sa mère. Par conséquent, cette jeune femme a eu de nombreuses difficultés en couple avec les hommes, car elle est restée très tourmentée inconsciemment par la culpabilité envers son beau-père. Ce processus d'aliénation ne se limite pas à l'ancien partenaire amoureux du parent narcissique, mais inclut souvent toutes les relations avec les oncles, tantes, grands-parents, cousins, cousines et amis. Ma fille comme ma poupée Barbie. Si la jeune fille est belle, elle peut être utilisée comme un objet d'auto-glorification pour nourrir une fierté malsaine chez le parent, généralement la mère. On lui fait porter de jolies robes et vêtements afin de rehausser l'estime de soi des parents. La fille est simplement là afin d'atténuer la peur de sa mère à vieillir et de se sentir plus attirante. Il n'y a rien de mal à ce que nous voulons que nos enfants aient le meilleur quand nous pouvons nous le permettre financièrement. Cependant, il faut regarder quelle est la véritable intention derrière nos actions. Nous devons nous poser la question si nous agissons de manière désintéressée ou égocentrique. Beaucoup de parents ont la conviction que leurs enfants sont d'une beauté extraordinaire. Beaucoup de photographes exploitent cette faiblesse en leur promettant de soumettre les photos de leurs enfants à des agences de mannequins. Ils facturent alors un prix exorbitant pour la séance photo, sans jamais rien soumettre à l'agence. Dans d'autres cas, la mère habille sa fille dans le seul but d'attirer l'attention et se faire valoir. Par exemple, une mère était jalouse de sa sœur. Elle s'assura que sa fille soit absolument superbe avant que cette dernière aille rendre visite à sa tante. Il ne s'agissait pas là d'une simple visite familiale, amicale et chaleureuse pour la mère. Sa véritable intention était de montrer qu'elle était mieux que sa sœur parce qu'elle avait une fille si sage et si belle. Pour ce genre de mère, les comportements de son enfant ne seront jugés bons que s'ils vont dans son sens à elle et si elle peut en retirer quelque chose personnellement. L'intérêt de l'enfant n'est jamais pris en compte. Les enfants utilisés comme un soutien financier. Ceci est plus commun dans les cultures qui n'offrent pas de régime de retraite satisfaisant à leurs concitoyens. Les parents ont des enfants afin que ceux-ci puissent les soutenir financièrement et même physiquement pendant leur vieillesse. Les parents voient leurs enfants comme un investissement pour le futur et si l'enfant se détourne du plan que les parents ont mis en place, ils sont sévèrement jugés. C'est l'opposé de l'amour inconditionnel. Ces enfants sont orientés vers des carrières qui rapportent plus d'argent, comme médecins ou avocats, au lieu de suivre leur vocation. De cette façon, ils ne seront pas un fardeau financier pour les parents, mais au contraire pourront contribuer au bien-être matériel de ceux-ci une fois qu'ils sont âgés. Un de mes amis a obtenu une licence en droit juste pour son père. Quand il a obtenu son diplôme, il a dit à son père « Ce diplôme est pour toi. Maintenant, je fais ce que je veux. » Et il commença de nouvelles études dans une branche complètement différente. Quelle perte de temps! Un parent attentif
se préoccupe avant tout du bonheur de son enfant et non des avantages qu'il tirera de leur réussite matérielle. Bien que les relations transactionnelles sont nécessaires dans le domaine des affaires, la famille et l'amitié devraient être basées sur un amour inconditionnel. L'amour véritable est de donner sans attendre en retour. J'ai un ami qui aidait beaucoup financièrement les parents de sa femme quand ils se sont mariés. Ensuite, quand ils ont décidé de se séparer, elle a considéré que son ex-mari devait continuer à payer pour que ses parents maintiennent le même mode de vie. Elle poursuit donc en justice son ex-mari, et cela fait 5 ans que ça dure, pour payer les frais exorbitants de garde d'enfants réclamés par ses parents pour passer du temps avec leurs propres petits-enfants. L'ironie du sort est qu'elle empêche en même temps à ses enfants de passer du temps avec leur père. Comportement pseudo-sacrificiel. Ces parents égocentriques déforment la réalité dans le but de manipuler leurs enfants afin qu'ils ressentent un sentiment d'endettement et de culpabilité pour mieux les contrôler. Une de mes amies avait une mère qui avait eu une liaison avec un jeune homme au cours de son mariage. Elle dit à ses filles qu'il était l'amour de sa vie, mais qu'elle avait décidé de ne pas laisser leur père car elle devait se sacrifier pour sa famille. En réalité, elle n'avait jamais eu l'intention de divorcer, comme elle appréciait la stabilité financière de son mari, même s'il était froid. Ces pauvres filles se sentaient donc responsables du malheur de leur mère. Un grand nombre de ces enfants, une fois adultes, deviennent très soucieux dès que quelqu'un leur donne quelque chose, car ils ne veulent rien devoir à personne à cause du traumatisme lié à leur mère. D'autres mères disent qu'elles ont sacrifié une belle carrière professionnelle afin d'élever leurs enfants, alors qu'en fait, elles avaient peur du monde du travail. Les gens ne devraient jamais donner par sacrifice. Il est préférable de ne rien donner si l'on ne peut pas donner de bon cœur. J'ai entendu de nombreux adultes dire qu'ils auraient préféré ne rien recevoir de leurs parents plutôt que d'être constamment culpabilisés. Ils comprennent finalement que tout était manipulation. Ces parents sont passés maîtres à faire passer leur comportement égoïste pour de la négation. Ils enseignent à leurs enfants qu'il est mal d'avoir ses propres besoins et que la seule façon de satisfaire ses désirs est par la manipulation. Le parent hélicoptère. Un parent hélicoptère est trop identifié à l'enfant ou s'immisce de manière exagérée dans toutes les expériences et tous les problèmes de l'enfant. Il s'agit là d'un mécanisme d'adaptation afin que le parent ne fasse pas l'expérience de son vide intérieur, de son manque d'amour de soi et de son insatisfaction quant à sa propre existence. Ils oscillent entre des états remplis d'affection, surprotecteurs ou très critiques vis-à-vis de leurs enfants. Avec leur ingérence permanente, ils privent leurs enfants de leurs propres expériences et limitent la capacité de ces derniers à devenir autonomes. Les enfants élevés par de tels parents montrent de la difficulté à gérer leurs émotions car ils n'ont jamais reçu l'espace nécessaire pour faire face par eux-mêmes aux problèmes de la vie. Qu'ils se sentent tristes, en colère, déçus ou en détresse, le parent prend immédiatement le contrôle dans la résolution de leurs problèmes et pas toujours à bon escient. Ces enfants se sentent donc perdus une fois qu'ils quittent le domicile familial. Le parent a créé une dépendance excessive de l'enfant. Si l'enfant est en voyage scolaire, l'enfant insistera par exemple pour parler avec sa mère la nuit avant de pouvoir s'endormir. Cet enfant continuera à appeler ses parents tous les jours quand il sera adulte. Cet enfant
ne coupe jamais le cordon ombilical avec le parent, ce qui a de très lourdes conséquences quant à sa capacité à vivre sa propre vie. Ses parents sont omniprésents et n'hésitent pas à débarquer à l'improviste dans le domicile de l'enfant une fois adulte pour faire par exemple de nouveaux aménagements comme s'il s'agissait de leur propre domicile, ce qui ne laisse par conséquent aucune place pour d'autres relations intimes. Le cadeau en tant que mécanisme de contrôle. Ces parents peuvent donner des cadeaux très généreux à leurs enfants, mais ils peuvent aussi reprendre l'objet désiré tout aussi rapidement, une fois que l'enfant s'écarte de la ligne de conduite qui a été tracée pour eux. Une de mes amies avait un petit ami dont elle était très amoureuse. Il recevait un soutien financier important de ses parents, qui n'aimaient pas le niveau social de sa petite amie. Ils l'ont donc menacé de retirer tout soutien financier s'il s'entêtait à rester avec elle. Il a rompu avec elle peu de temps après. Une autre de mes amies avait un chien quand elle était enfant. Elle adorait ce chien car elle recevait un amour inconditionnel de l'animal, ce qui contrastait fortement avec celui de ses parents. La mère, qui n'appréciait pas que sa fille porte plus d'attention à son chien qu'à elle-même, a mandaté son mari pour dire à leur fille qu'ils ne pouvaient garder qu'un seul chien à cause de la taille de leur maison. Comme sa mère était très attachée à son propre chien, ils ont alors donné celui de leur fille, qui en a été très très malheureuse. La fille était alors si en colère qu'elle est devenue réellement cruelle avec le chien de sa mère quand ils avaient le dos tourné. Car malheureusement, les comportements pervers se transmettent généralement à la génération suivante. Par conséquent, le chien a commencé à montrer certains comportements dangereux et ils ont dû également s'en débarrasser. La fille a alors développé une forte culpabilité d'avoir traumatisé cet animal et d'avoir fait du mal à sa mère. Une fois adulte, elle acheta à 2 reprises des chiens qu'elle finit par donner à sa mère. Le deuxième chien fut acheté pour son fils, mais elle se plaignit de ses aboiements et le donna également à sa mère, qui en fut ravie. Ce n'est qu'en faisant une thérapie qu'elle comprit ce qu'elle avait rejoué inconsciemment. Ce type de parent montre son omnipotence en indiquant clairement à l'enfant qu'il a la capacité de donner, mais aussi de reprendre. Dans la forme la plus extrême de ce schéma, il est fréquent pour les sectes sataniques de faire en sorte que des petits-enfants s'attachent à un chat avant de le sacrifier de façon horrible devant l'enfant des mois plus tard. Cela fait naître chez l'enfant un profond sentiment d'impuissance afin qu'il devienne plus facilement contrôlable par la secte déviante. Lorsque l'enfant se rend compte que tout ce qu'il aime peut être enlevé à tout moment, il évite de se lier profondément avec quelqu'un ou quelque chose. Son isolement est alors utilisé par l'organisation toxique à des fins utilitaires. Nuire aux relations intimes de l'enfant qui pourraient menacer la suprématie du parent. Il y a certains parents qui ne peuvent pas supporter que leurs enfants puissent montrer plus d'affection envers quelqu'un d'autre qu'envers eux-mêmes. Ils adoptent alors la stratégie diviser pour mieux régner, afin de rester maîtres dans le cœur ou l'esprit de leurs enfants. Un tel parent critique donc le petit ami ou le conjoint de l'enfant, devenu adulte, pour qu'il continue à montrer sa loyauté envers ses parents plutôt qu'envers le partenaire romantique. La mère d'une de mes patientes avait laissé par inadvertance une boîte grande ouverte de comprimés pour la douleur. Le chien de ma patiente a mangé des dizaines de pilules
et il en est mort. Ces mères toxiques peuvent même devenir jalouses de l'attachement de leur fille envers leur propre enfant. Je connais une situation où une mère a enlevé la chaise de sa fille enceinte alors que celle-ci s'apprêtait à s'asseoir. Comme elle n'avait pas remarqué que le siège avait été enlevé, elle est tombée brutalement et a failli faire une fausse couche. Ce genre de parents sont très habiles à diffamer toute personne qui deviendrait trop proche de leur enfant, que ce soit des partenaires romantiques, d'autres grands-parents, des amis, des animaux ou même des activités concurrentes qui pourraient menacer la suprématie du parent narcissique. Ces parents ne connaissent que l'amour-possession et l'objectisation. Il est aussi commun que ce genre de famille, que la mère devienne jalouse de la fille lorsqu'elle devient une belle adolescente qui attire le sexe opposé. Cette mère utilise alors son mari pour punir sa fille pour des raisons futiles. Cela lui permet d'atteindre plusieurs objectifs à la fois. Tout d'abord, cela rassure la mère quant à la loyauté de son mari. En second lieu, elle crée ainsi un conflit entre la fille et le père afin de rester toute puissante. Une autre mère ne manquait pas d'exposer les photos de son fils avec une ancienne petite amie chaque fois que son fils venait avec une nouvelle compagne. La nouvelle petite amie se sentait alors insignifiante, ce qui ne manquait pas de créer un conflit dans la relation. Le but caché de cette mère est de veiller à ce qu'elle reste la figure féminine dominante dans la vie de son fils qu'elle ne veut pas partager. Afin de pouvoir expérimenter le vrai amour, nous devons apprendre à identifier ce qui n'est pas vraiment de l'amour, même si cela ressemble à de l'amour. L'amour narcissique peut présenter un grand nombre des attributs de l'amour véritable. La préoccupation, l'inquiétude, l'engagement, les cadeaux, l'affection et les compliments. Pour différencier l'amour conditionnel de l'amour inconditionnel, nous devons nous demander si le parent est en mesure de voir son enfant comme un être séparé de lui-même et de voir qu'il possède ses propres désirs, ses aspirations et ses propres rêves qui peuvent être différents de ceux du parent. Alors que nous venons dans ce monde dans un état de fusion avec notre mère, le processus de maturation de l'enfant veut qu'il développe sa propre individualité au fur et à mesure qu'il grandit. Il est bien naturel d'être égocentrique et de penser que nous sommes le centre du monde quand nous sommes petits. Les problèmes commencent lorsque nous ne dépassons pas ce stade infantile en raison de nos traumatismes affectifs. L'amour véritable s'exprime lorsque nous choisissons en toute liberté de passer du temps, d'aider, de faire plaisir et de montrer de l'affection sans rien attendre en retour. Non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Bonne soirée.